Quelle caméra je dois utiliser pour vivre de ma passion? C'est peut-être la question que tu te poses, donc je te dis bienvenue dans ce nouveau podcast de devenir vidéaste où je vais essayer de te guider un petit peu vers la marque potentiellement qui serait la plus adaptée à toi et qui serait la plus optimale. D'ailleurs, j'ai mis à ta disposition une mind map qui va récapituler tout l'épisode qui arrive. Donc si tu as envie de faire autre chose, si tu n'as pas forcément envie de prendre de notes parce que tu as un petit peu la flemme, écoute, tu peux cliquer sur le premier lien qui est dans la description et tu as juste à rentrer ton mail et tu le recevras directement dans ta boîte mail, le petit récap de ce podcast. Donc voilà. Donc ce podcast, il va se découper en 3 parties. Donc dans un premier temps, on va voir les 5 marques les plus grandes. Donc on va voir leur historique, leurs forces, leurs faiblesses. Dans un second temps, on va voir les critères qui sont essentiels pour choisir ta caméra. Donc surtout en fonction de tes besoins et quels vont être les petits points à vraiment faire attention pour faire le bon choix. Et dans un dernier temps, je te donnerai un petit peu mon avis et mes recommandations sur les ou la marque pour moi qui est la plus optimale et qui va te permettre de pouvoir réaliser les meilleures prestations possibles et les vidéos avec la meilleure qualité possible. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui ça peut être un petit peu compliqué parce qu'il y a tellement de marques, tellement même de produits sur le marché qu'en fait on se perd un petit peu dans le marketing de tout le monde. On a l'impression que toutes les marques sont adaptées à nous, donc ça devient vraiment difficile de faire le choix entre une marque ou une autre. Donc la première marque ça va être Sony, donc ça a été créé en 1946. Donc en fait Sony ils sont vraiment reconnus parce que c'est clairement le leader en vidéo pour les hybrides. Ça a surtout été les premiers appareils hybrides vraiment qualitatifs. Ils sont vraiment reconnus pour être très bons en basse lumière, surtout avec la gamme S en fait, qui a une très bonne sensibilité lumière, qui est la base un petit peu de cette gamme là. Ils ont aussi un autofocus qui est hyper performant, de très bonne capacité en slow motion. La plupart des appareils vont au moins jusqu'à 120 images par seconde en 4K, donc ce qui permet de pouvoir faire de très beaux ralentis, et ce globalement avec toutes leurs caméras. Donc ça c'est vraiment un gros point positif. Et l'autre point positif, va être aussi la légèreté et la compacité de la plupart de leurs caméras. Je pense que vous avez sûrement entendu parler de la FX3. C'est typiquement une caméra qui a été utilisée au cinéma pour un film hollywoodien. Donc c'est quand même, c'est le même format que la caméra qui est en train de me filmer là, qui est une FX30. Vraiment, ça fait cette taille-là en fait. Et l'avantage, c'est que ça peut être vraiment adapté à ce que vous avez envie. En fait, ça peut très bien marcher comme une vidéo ou un podcast filmé comme ça, ou alors vous pouvez faire un gros rig vraiment cinéma. Donc l'avantage, c'est que ça va être hyper portatif, mais quand même avec une qualité qui est vraiment incroyable. Alors évidemment, pour du cinéma hollywoodien, ils n'ont pas les mêmes budgets que nous, donc évidemment, on est sur une caméra qui est optimisée en tout point. Mais quand même la compacité c'est un gros point positif, surtout si vous faites pas mal de tournages run and gun, pas mal de mariages, de documentaires ou de choses comme ça. Ça vous permet vraiment d'avoir une qualité exceptionnelle dans un boîtier qui va être globalement petit, assez léger, mais néanmoins avec quand même une bonne prise en main et vous sentez que vous avez quelque chose de qualitatif entre les mains. Maintenant les quelques inconvénients par rapport à Sony, ça va être l'ergonomie et les menus qui sont hyper chargés. C'est pas forcément très agréable de se balader dans les menus Sony. On passe vite beaucoup de temps si on veut découvrir des choses. Donc heureusement, il y a beaucoup de tutos, il y a beaucoup d'aides sur internet, mais ça oblige quand même à prendre un petit peu plus de temps et c'est pas forcément très intuitif. Après, c'est plus embêtant dans un premier temps où on cherche à découvrir l'appareil et on veut découvrir un petit peu toutes les fonctionnalités parce que finalement, on l'apprend assez vite et surtout, globalement, on change souvent les mêmes choses. Donc, au bout de 2-3 fois, on a vite compris où c'était. Donc, c'est un problème surtout au début, mais c'est des menus qui s'apprennent assez rapidement. Simplement parce qu'on en utilise uniquement une petite partie, mais ça peut être un petit peu embêtant au début en tout cas. Un autre inconvénient pour Sony, ça va être la science des couleurs et la colorimétrie. Certains disent que par rapport au ton de peau, surtout, ils sont un petit peu moins doux, un petit peu moins chaleureux, un petit peu moins réalistes que sur d'autres marques. Donc, ce qui oblige à avoir une colorimétrie en post-production qui soit un petit peu plus pointue et que le rendu de peau sorti de l'objectif, en tout cas sorti de la caméra, n'est pas forcément optimal. Bon, après c'est discutable évidemment, comme tous les points que je vais vous dire là. J'ai globalement fait une synthèse de tout ce que j'ai pu trouver sur internet, donc évidemment les fans de marque personne n'est d'accord, mais j'ai réussi à faire un petit peu une synthèse de tout ça. Ensuite la marque suivante c'est Canon, donc une marque
hyper connue aussi, donc qui est un petit peu plus vieille, qui date de 1937. Donc pour le coup, elle est vraiment reconnue pour sa science des couleurs et en l'occurrence pour les tons de peau qui sont globalement très naturels et très proches de la réalité surtout. Donc là, ce qui est un gros plus, typiquement si vous faites pas mal de documentaires, etc., ça ajoute un petit peu une dimension supplémentaire. L'ergonomie, elle, par rapport à Canon, est beaucoup plus agréable, les menus sont beaucoup plus épurés et c'est aussi plus facile à prendre en main. En ce qui concerne l'ergonomie plus physique des boîtiers, ils sont un petit peu plus gros que les concurrents, un petit peu plus volumineux, un petit peu plus qualitatifs aussi d'une certaine manière. Ce qui fait qu'ils peuvent être plus agréables à manipuler, aussi plus faciles parce que plus de prise en main, etc. Donc ce qui peut éviter de rajouter certains accessoires dessus pour avoir un meilleur maintien. Donc voilà, le poids c'est un point positif et négatif, ça dépend de ce que vous voulez faire en termes de rendu positif parce que voilà, il y a... La caméra est plus lourde, donc ça va éviter tout ce qui est micro-tremblement. Donc ça va vraiment dépendre de l'utilisation que vous voulez en faire en fait. Concernant l'autofocus, il est hyper bon aussi chez Canon grâce au dual pixel. Donc ça en fait un très bon point positif aussi. Et le gros avantage de Canon, ça va pas être directement avec la caméra, mais c'est plus les objectifs en fait, parce que la monture Canon est compatible avec énormément d'objectifs. C'est clairement la marque où il y a le plus de possibilités d'avoir d'objectifs. Donc ce qui fait que c'est assez facile d'en trouver, potentiellement à des prix un petit peu plus abordables que la concurrence, étant donné que le marché est beaucoup plus gros, donc on en trouve plus facilement. Et typiquement sur le marché de l'occasion, il y en a beaucoup en vente, donc ça peut être intéressant si vous avez envie de détendre un petit peu votre pari d'objectifs sans dépenser autant, on va dire, que chez les concurrents. Et maintenant, les inconvénients de Canon, ça va être sur certaines gammes d'appareils, la limitation en vidéo. Donc ça se réserve uniquement à certains modèles, mais ça va être beaucoup autour du recadrage en 4K, donc ce qui va vous faire cropper dans votre image directement dans le boîtier en interne. Donc ce qui va vous faire perdre un petit peu d'angle de vue, ce qui peut être un petit peu problématique et vous faire perdre en qualité aussi parce que y a un zoom numérique qui s'applique et après des limites d'enregistrement qui peuvent être aussi problématiques si vous faites des enregistrements longs comme des interviews par exemple, mais problème qui peut être corrigé très rapidement et très simplement. Donc la troisième marque, c'est Panasonic. Donc Panasonic, ça a été créé en 1918. Donc le gros point positif de Panasonic, ça va être sa stabilisation. Donc ça, pour le coup, tout le monde est unanime là-dessus. Pour l'avoir testé, c'est vraiment clairement plus qualitatif que les concurrents. Elle a une très très bonne stabilisation en interne, donc ce qui va permettre sur la plupart des plans, de ne pas avoir besoin de stabilisateur en fait. Et j'avoue que c'est assez impressionnant. Franchement, je vous conseille, si vous avez la possibilité de le tester ou même d'aller dans un magasin pour faire le test, c'est vraiment dingue. Donc ça, c'est un gros point positif pour moi. Donc c'est une marque qui a un très bon rapport qualité-prix avec des prix qui sont un petit peu inférieurs à la concurrence. Et on trouve beaucoup sur le marché de l'occasion. Donc surtout la gamme GH, GH4, GH5, GH6. Donc ça, c'est un gros point positif. Et c'est des appareils qui sont vraiment hyper agréables à prendre en main. Et pareil, de très très bonne qualité, une très bonne finition physique et une très bonne qualité en vidéo aussi évidemment. L'autre point positif, c'est l'autonomie des batteries. Là pour le coup elles sont largement au-dessus, je pense notamment largement au-dessus de Sony. C'est hyper performant, ce qui permet sur une journée de partir peut-être avec un petit peu moins de batterie, alors charger au maximum évidemment, mais peut-être avoir un petit peu moins de batterie, ce qui est beaucoup plus confortable à l'utilisation, parce qu'avoir à changer de batterie tous les 20-25 minutes, ça peut être assez compliqué, et surtout plus en termes de gestion de batterie, parce que ça peut être assez compliqué des fois de les recharger, de trouver des prises, surtout si c'est un tournage où on est relativement au mouvement. Ça peut être vraiment un gros gain de temps d'avoir un appareil, une caméra qui est performante sur le point de vue de l'autonomie et de la batterie. Maintenant, les inconvénients. Alors le premier, ça va être l'autofocus, surtout en basse lumière. Il est réputé pour... alors ils sont beaucoup améliorés quand même ces dernières années, mais ils sont réputés pour être un petit peu plus lents et avoir une tendance à un petit peu pomper en fait, et un petit peu se tromper entre l'arrière-plan et le premier plan. Ce qui fait que ça peut être un petit peu problématique. Alors plus sur du tournage
au format un petit peu documentaire mariage, dans le sens où vous pouvez pas trop accepter qu'il y ait des problèmes d'autofocus parce que ça va vous rendre vos plans inutilisables, et étant donné que la plupart des événements se passent qu'une fois, ça peut vous faire rater des moments assez cruciaux. Donc un point négatif de ce côté-là. Et l'autre qui pour moi est le plus gros point négatif, ça va être la taille de son capteur, qui est du coup du micro 4 tiers. Ce qui va poser problème en fait, en l'occurrence en basse lumière, parce que forcément il y a moins de lumière qui rentre, donc ça va être un petit peu plus compliqué à gérer en termes d'ISO. Donc si vous avez tendance à filmer dans des basses lumières, ça peut être assez compliqué. Et surtout le problème majeur, ça va être le crop factor que vous avez. Ce qui fait que si vous voulez faire, je pense notamment à des vidéos en intérieur, alors je parle plus là de vidéos d'immobilier ou des choses où il va falloir mettre en avant un intérieur, là ça va être assez compliqué de trouver vraiment des objectifs grand angle. Alors il y en a, mais en fait vu la taille du capteur, vous allez directement obligé de taper dans de la gamme fisheye, et c'est pas une gamme qui est quand même très étendue, il y a peu de marques qui font ça, donc ça peut être un petit peu compliqué à trouver, mais ça c'est un facteur qui est à prendre en compte en fonction de ce que vous avez envie de filmer à l'avenir en fait. La quatrième marque, c'est Fujifilm. Donc, c'est une marque qui a été créée en 1934, donc qui est surtout très connue, plus à l'époque de l'argentique, qui est en train de devenir de plus en plus aujourd'hui, mais qui est en train de se faire sa place, mais qui reste quand même un petit peu timide par rapport aux autres mastodontes que j'ai cités avant. Mais du coup, oui, ils étaient vraiment connus pour cette partie argentique. Et cette partie émulsion de film, donc par rapport à la colorimétrie qui fait vraiment tout son style. Donc ça c'est un des plus gros points positifs de Fuji, ça va être vraiment sa science des couleurs, où pour le coup aucun concurrent propose pareil, parce que voilà, ils ont réussi à faire renaître cette expérience de la pellicule, et où sur la plupart de leurs boîtiers ça donne vraiment un style très particulier, et on peut aller chercher des colorimétries hyper intéressantes et des styles un petit peu vintage à l'ancienne, qui sont très demandés aujourd'hui et qui pour le coup rendent vraiment super bien. Après, le gros point positif, ça va être aussi l'ergonomie et le style des appareils. Généralement ils ont joué aussi sur ce style-là vintage, à reprendre un petit peu des caractéristiques des anciens appareils argentiques, donc souvent avec des molettes, avec des couleurs en argent, etc., qui font assez qualitatifs. Donc c'est des appareils qui sont très beaux objectivement, qui sont agréables du coup à utiliser, peut-être plus que d'autres caméras. Donc ça c'est un point positif aussi, qui globalement n'impacte pas la qualité et le rendu final, mais qui est quand même important, parce que on investit plusieurs milliers d'euros dans cet objet, et si on le trouve sexy, si on le trouve beau, si on le trouve stylé, c'est quand même important. Hein, fondamentalement, puis c'est toujours cool d'avoir des personnes qui font pas mal de remarques dessus. Moi je sais que j'ai un Fujifilm, celui qui est en train de me filmer juste là, et vraiment j'ai des commentaires dessus en permanence à chaque fois, et du coup au-delà de ça, je m'en fiche un petit peu des commentaires, mais ce qui est intéressant c'est que généralement ça part sur des discussions après, sur de la photo, sur des vidéos, donc c'est un beau contact, enfin c'est un bon point de contact avec des étrangers, avec des personnes que tu ne connais pas, et ça en vrai c'est plutôt cool. Et surtout, ça reste des caméras qui sont, je trouve, par rapport à la qualité, très accessibles. Et je trouve qu'il y a vraiment un très bon rapport qualité-prix. Pour moi, c'est le meilleur qualité-prix clairement du marché. Et vraiment, vous n'allez pas être déçu en termes de qualité, d'utilisation et de praticité. C'est vraiment des très très bonnes caméras. Donc l'un des inconvénients, ça va être l'autofocus, qui est un petit peu moins performant que ses concurrents. Je pense notamment à Sony ou à Canon. Donc c'est une chose à prendre en compte, mais globalement ça reste quand même un autofocus, des autofocus qui marchent très bien, mais un petit peu moins performant que ses concurrents. Et étant donné que Fujifilm est vraiment le plus petit, on va dire, de tous ceux que j'ai cités là, ça peut être un petit peu compliqué aussi de trouver des objectifs. La gamme est un petit peu moins étendue, donc forcément ça va restreindre votre choix. Mais l'avantage en fonction des gammes que vous choisissez, je pense notamment à l'objectif de kit, le 18-55, et pour le coup c'est un objectif qui se trouve vraiment pas cher. De mémoire c'est aux alentours des 200 € à peu près, et qui pour le coup est vraiment d'une qualité incroyable.
pour un 18-55 et pour un objectif donc entrée de gamme qui est vraiment le kit lens de base et qui est hyper qualitatif. Moi c'était un de mes premiers objectifs que j'ai gardé très longtemps et avec lequel j'ai fait beaucoup de prestations et qui en fait me suffisait en termes de plage focale. Donc c'est une bonne chose à prendre en compte. Faut dire que avec un starter pack, avec un kit on va dire milieu de gamme, vous pouvez déjà avoir un appareil très qualitatif. Donc la dernière marque, c'est Nikon. Donc ils sont reconnus pour être des appareils très robustes, très costauds, très qualitatifs que vous allez pouvoir garder super longtemps. C'est un petit peu l'essence de Nikon en fait, hein. Et surtout historiquement, c'est plus Canon la marque des personnes qui font de la vidéo et Nikon plutôt pour les photographes. Donc historiquement c'est un petit peu comme ça, mais les choses changent, notamment avec la gamme Z de chez Nikon. Qui pour le coup est hyper performante aussi et qui se tire bien la bourre avec ses autres petits camarades de chez Sony et de chez Canon. Donc ça c'est un gros point positif. Après ils ont un petit peu de retard quand même par rapport à ces concurrences qui font que fondamentalement ils ont un petit peu moins d'expérience sur le marché on va dire de la vidéo et de l'hybride. Donc ce qui fait qu'ils ont un léger retard on va dire par rapport à leurs concurrents. Mais encore une fois ça va se gommer avec le temps. Et ils font tout pour le rattraper, ça je n'en doute pas. Mais il y a des petits retards, on va dire, sur certaines innovations, sur certaines choses, mais qui ne poseront pas forcément problématiques, qui ne seront pas forcément problématiques au vu de votre utilisation potentielle. Donc avant d'enchaîner sur la partie 2, je t'invite à t'abonner, à laisser un like, à mettre 5 étoiles si tu écoutes ce podcast. Et si tu veux en voir d'autres, n'hésite pas à t'abonner et à me faire des retours en commentaire ou à venir discuter directement avec moi par message. Ce sera avec grand plaisir. Donc maintenant, comment choisir ta caméra, les critères qui vont être importants à définir avant de faire ton choix. Donc premièrement, c'est quel type de vidéo tu veux faire, quelle utilisation tu veux en avoir. Est-ce que ça va être plutôt pour faire du documentaire, est-ce que ça va être plutôt pour faire du packshot, est-ce que ça va plutôt être pour faire des vidéos événementielles, quelle est l'utilisation de cette caméra? En fait, à partir de ça, ça va te permettre de pouvoir découler toute une liste de choses qui sont importantes pour toi. Donc peut-être que ça va être le poids, peut-être que ça va être l'autonomie, peut-être que ça va être la stabilisation. Donc en fait, il faut vraiment que tu fasses une liste de tout ça et surtout que tu hiérarchises en fait en fonction de ce qui est important pour toi. Et de cette manière, ça va te permettre de pouvoir te diriger plutôt vers une marque ou une autre, ou alors vers un modèle en particulier. Et grâce à ça, grâce à un peu à cet état des lieux, à cette liste, tu vas vraiment pouvoir trouver l'appareil, la caméra qui est adaptée à tes besoins. Et ça, c'est vraiment le plus important. Donc voilà, pour ça, je vais te citer un petit peu tous les critères qui sont importants. Donc comme je te l'ai dit, si tu veux, tu peux les noter quelque part ou alors ils vont être vraiment récapitulés sur la main map que tu peux télécharger dans le premier lien dans la description. Donc la première chose la plus importante, ça va être la qualité d'image. Quelle qualité d'image tu veux, pour quelle utilisation? Est-ce que ça va être, je sais pas, uniquement pour faire des films au cinéma par exemple? Auquel cas, peut-être que de la 4K ça va être un petit peu mieux, plus ou 8K. Ou est-ce que c'est uniquement pour faire de l'utilisation pour des réseaux sociaux? Auquel cas, de la 1080 suffit largement, étant donné que tous les contenus, la plupart des contenus en tout cas, sont réduits en 1080 de base par toutes les plateformes. Donc, à toi de faire le choix en fonction de ce que tu as envie de faire et de ce que tu veux produire. Ça va être, est-ce que tu veux faire des ralentis ou non? Donc, pour ça, tu vas devoir choisir ton nombre d'images par seconde. Est-ce que pour toi c'est quelque chose d'hyper important? Est-ce que par exemple tu comptes plus de sport et tu as envie vraiment de très gros slow motion, donc peut-être qu'avoir des ralentis de 240 images par seconde pour toi c'est hyper important, donc tu vas plutôt t'orienter vers des caméras qui proposent ça et ne pas t'attarder sur des caméras qui montent uniquement à 50 images par seconde. Ensuite, il y a l'autonomie et la batterie. Donc, est-ce que pour toi, c'est important que ta caméra tienne bien la batterie? Est-ce que c'est important que tu puisses partir une journée avec uniquement 2-3 batteries et ne pas avoir à les changer tous les 15 minutes parce que tu es sur du contenu run and gun? Ou alors, à l'inverse, est-ce que tu pars du principe que tu vas être tout le temps en studio et donc, en fait, la plupart du temps, ta caméra sera branchée, donc que tu n'as pas que fondamentalement l'autonomie, tu t'en fous un petit peu. Après, ça va être le poids et la mobilité.
Est-ce que pour toi, c'est important que tu puisses emmener ta caméra vraiment partout, qu'elle soit super légère, qu'elle prenne pas de place, parce que voilà, qu'elle soit pas voyante non plus, parce que tu as peur peut-être de te la faire voler ou etc. Ou l'inverse, c'est pas du tout un problème pour toi. Tu peux avoir une caméra qui est énorme, qui est très lourde. Pareil, en fonction de ta capacité physique aussi, parce que des fois, si tu fais du mariage, typiquement, avoir une caméra, une FX6 par exemple, qui est très lourde, passer toute la journée à la portée, ça peut être un petit peu compliqué si t'as pas l'habitude. Donc ça à prendre en compte aussi. Le but, c'est pas de te faire mal et que ce soit un supplice pour toi, bien au contraire. Ça doit être tout l'inverse. Donc ça peut être aussi hyper important, et même tout simplement l'ergonomie, d'essayer les caméras avant de les acheter, voir si pour toi c'est naturel, si elles tombent bien sous la main, parce que il y a des produits comme ça où en fait on les essaye et directement il y a un truc, je sais pas trop, un peu une alchimie qui se fait ou qui se fait pas, et en fait on se dit ouais non, c'est pas la peine, j'aime pas du tout, ça fit pas du tout, je sais que je vais pas m'habituer. Et d'autres tout l'inverse, où on essaye et direct on a l'impression qu'on l'a eu toute notre vie dans la main, et on se dit c'est hyper naturel, donc je vais plutôt me diriger vers celle-là. Après, dans quelles conditions de tournage tu vas être? Est-ce que c'est plutôt dans des milieux assez hostiles, assez compliqués? Est-ce que ça va être dans des endroits où il fait très chaud, où il y a beaucoup d'humidité, où il y a du sable, où il y a de la pluie, où il y a de la neige, etc. Auquel cas, pour toi, avoir un objectif, avoir une caméra et un objectif tropicalisé, ça va être hyper important, parce que tu fais, je sais pas, des documentaires à l'étranger, etc. Donc là, tu dois vraiment choisir ça. Ou à l'inverse, tu prends pas beaucoup de risques avec ta caméra, donc t'as pas besoin forcément d'avoir cette option et d'investir dans une caméra qui propose ça. Et après, évidemment, en fonction du budget, en fonction de combien tu as envie d'investir, de combien tu es prêt à mettre dans ta caméra, déjà là, ça va t'étayer très rapidement toutes les caméras que tu ne peux pas t'acheter, pas encore en tout cas. Mais voilà, donc déjà là, ça va t'en écarter une bonne partie et ça va te laisser une marge qui va être déjà bien réduite. Donc maintenant, mon avis personnel et mes recommandations sur les marques à utiliser, comme je te l'ai dit avant, pour moi, la chose la plus importante, ça va surtout être, pas forcément la marque, mais en fait d'être surtout le plus précis sur tes besoins et de savoir exactement ce dont tu as envie. Donc si on me demande pour moi quelle est la meilleure marque de caméra pour se lancer, objectivement, après tout ce que je t'ai dit là, il n'y en a aucune en fait. Pour moi, la marque de ta caméra, le modèle et tout, on s'en fout un peu, parce que fondamentalement, c'est pas ça qui va te permettre de trouver des clients, c'est pas ça qui va te permettre de vivre de la vidéo, c'est pas ça qui va faire que tu arrives à raconter de belles histoires, c'est pas ça qui va faire que tu es un bon vidéaste, clairement pas. En soi, c'est un outil, mais c'est pas ça qui définit ton métier, qui définit ton savoir-faire, qui définit ton expérience. C'est juste un outil comme un autre, au même titre que un maçon, il va avoir une truelle et que fondamentalement on s'en fout un peu de la marque de sa truelle tant qu'il fait un mur qui tient à peu près debout et qui va durer plusieurs années. Pour moi, j'ai un peu cette même vision sur la vidéo. Pour moi, c'est exactement pareil. Donc je me dis en fait on s'en fout un peu. Je pense que effectivement, étant donné qu'on va dépenser quand même beaucoup d'argent, surtout dans la caméra, c'est important de se pencher dessus, de passer du temps à trouver ce qui nous convient. Mais je pense pas que ce soit hyper important, surtout au début, de passer, comme je l'ai fait, hein, je me permets de dire ça parce que j'ai fait l'erreur, entre guillemets, de passer beaucoup de temps à regarder des tonnes de reviews, des tonnes de vidéos YouTube, d'explications de trucs, où en fait ils allaient hyper en détail dans tous les menus, dans toutes les specs, dans tous les trucs, et où en fait ça c'est intéressant pour les personnes qui s'y connaissent, mais pour 98% des gens, et en l'occurrence 100% de tes clients, en fait ils s'en foutent quoi. Que ta caméra fasse du 4.2 10 bits ou du 4.2 10 bits, ton client il verra pas la différence en fait. Et tu te vendras pas plus cher parce que tu as une caméra qui fait du 4.2 ou du 4.2 quoi. Et tu ne trouveras pas plus de clients parce que tu as une caméra qui fait du 4.2 ou du 4.2. Ça, en fait, les gens s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est avoir une personne en face d'eux qui sont compétents, qui connaissent le marché, qui vont proposer des choses intéressantes, qui vont être très créatives, qui vont essayer vraiment de l'aider fondamentalement et qui vont, in fine, produire un contenu, une vidéo qui va l'aider, qui va être qualitatif, qui va répondre surtout à son besoin de départ et qui va marcher, tout simplement.
Donc pour moi, cette question de choisir la bonne caméra, de passer du temps, etc., c'est important, mais faut vraiment pas se concentrer là-dessus au début. Alors évidemment, faut pas choisir n'importe quoi, mais pour moi, toutes les marques, à budget égal en tout cas, toutes les marques se valent à peu près. Donc évidemment, comme dans tous les secteurs, comme dans tout, il y en a qui sont un petit peu meilleurs que d'autres, mais encore une fois, c'est un petit peu meilleur, quoi. Donc le un petit peu, pour moi, on peut le mettre de côté et on peut passer du temps peut-être à investir son temps dans autres choses qui vont être plus intéressantes, plus rentables et surtout plus utiles, en fait. Donc surtout, au lieu de regarder des tonnes de vidéos YouTube, je te conseille juste d'aller dans un magasin, de discuter avec le vendeur, de lui expliquer ce dont tu as besoin, d'essayer les appareils. Donc ça, tu peux le faire en magasin, il va te le prêter, tu vas pouvoir jouer un petit peu avec dans le magasin. Et de toute façon, tu vas très vite voir si ça fit ou pas, et si ça te convient ou pas. Et là, tu vas gagner vraiment beaucoup de temps que de regarder des tonnes de vidéos sur YouTube où en fait, tu vas regarder relativement passivement et où ça va pas être utile plus que ça. Et bien écoute, c'est tout pour ce podcast. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé, que j'ai pu t'apporter quelques nouvelles informations. Écoute, je te dis à bientôt, à très vite, à la semaine prochaine en l'occurrence, pour un nouveau podcast. Allez, salut, à bientôt.